Alors, l'endroit où je travaille, en fait, c'est la page titre d'un document d'information que j'ai préparé pour mes collègues. Puis, en fait, c'est pour un petit peu défaire les mythes au sujet de la radioactivité puis de ses effets potentiels, surtout au niveau qu'on utilise en médecine, parce que beaucoup de gens ont des craintes qui sont non fondées quant à ces doses-là. Mais, enfin, un des trucs amusants qui fait partie de mon imaginaire, c'est de penser que la radioactivité peut transformer les gens en super-héros. Alors, je m'imagine sur le toit de mon hôpital en super-héros. Et les merveilleuses animations de PowerPoint me permettent de réaliser mon rêve et de m'imaginer que les rayons gamma me transforment en super-héros radioactif. Sauf que je ne sais pas s'il y en a qui ont choisi ce métier-là en espérant être transformés ou mutés pour avoir des super-pouvoirs pour sauver le monde, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Les radiations ne créent pas de super-héros. En fait, les mutations ne sont pas possibles aux doses de radiation qu'on reçoit, mais même à forte dose, il n'y a aucune mutation qui a été démontrée pour les animaux des ordres supérieurs. Alors ça, c'est un mythe populaire en science-fiction, dans les bandes dessinées, mais les mutations ne sont pas possibles pour les animaux des ordres supérieurs comme les mammifères, dont on fait malheureusement partie, les poissons ou les reptiles. Par contre, il y a de l'espoir pour les insectes et pour les plantes. Donc, c'est possible de faire des super-héros avec des drosophiles. D'ailleurs, les expériences ont été réalisées souvent. Les mouches à fruits, c'est un des animaux préférés des scientifiques. Et oui, on a créé toutes sortes de mutants avec des mouches à fruits. Puis c'est sans doute ça qui est à l'origine des histoires de monstres qu'on voit dans les films de science-fiction, surtout des années 50, où c'était très populaire. J'avais prévu à l'origine vous faire une récapitulation de la structure de la matière, mais là, je me suis rendu compte que c'est pas si intéressant que ça, finalement. Alors, je vais sauter rapidement sur cette partie-là. Juste une mention honorable, parce que, bon, les molécules sont faites d'atomes qui sont faits d'électrons et de quarks, mais les quarks se regroupent en protons et neutrons. Tout ça, c'est très formel. Sauf que ce que je veux mentionner, c'est le modèle atomique ici d'un noyau central avec des électrons qui sont autour, qui célèbre ses 100 ans cette année. Un atome n'a pas l'air de ça du tout en réalité, mais c'est quand même un modèle qui est intéressant d'un point de vue théorique pour apprendre des choses. Ce qu'on est familier surtout, c'est cette fameuse image du noyau atomique entouré d'électrons. Et c'est en 1911 que Rutherford a proposé ce modèle atomique-là. Donc, bonne fête à l'atome qui fête ses 100 ans cette année. Rutherford qui a fait les expériences qui lui ont amené à penser qu'un atome était fait sensiblement comme ça, surtout à Montréal. Alors, quand il travaillait à l'Université McGill à l'époque. Mais en 1911, il était rendu à Manchester quand il a publié ses articles pour prouver que les électrons occupaient un espace très loin du noyau. En fait, ce n'est pas du tout à l'échelle de ce qu'on voit là. Le noyau atomique dans un atome est au moins 100 000 fois plus petit que la couche du nuage électronique. Alors, pour avoir une idée, c'est comme si on mettait un moustique au centre du stade olympique. Alors, le moustique représente le noyau et la structure du stade olympique représente le nuage électronique. Donc, si on voulait mettre le dessin à l'échelle, on ne verrait même pas le noyau dans l'atome. D'autres choses plutôt formelles et pas intéressantes. Je vais parler des rayonnements ionisants. Là, juste un rappel, c'est quoi les rayonnements ionisants? C'est des rayonnements qui créent des ionisations. Les ionisations, c'est quand on arrache des électrons à un atome, bien, on crée un ion positif, l'atome qui a perdu un électron, puis un ion négatif, l'électron. Alors, c'est un potentiel dangereux parce que les ions sont plus réactifs, puis dans les cellules humaines, ça peut avoir toutes sortes de conséquences. À forte dose, créer la mort des cellules. À faible dose, peut-être induire des cancers. Je ne vais pas m'attarder là-dessus non plus, mais juste pour vous donner une idée de c'est quoi la différence principale entre les rayons gamma et les rayons X, parce que c'est quelque chose qui n'est pas connu, je me suis rendu compte d'emblée. On peut penser que les rayons gamma, c'est juste des énergies plus élevées que les rayons X, mais en réalité, il y a une définition très précise de ce que c'est. Les rayons gamma viennent essentiellement des noyaux atomiques. Et les rayons X viennent des déplacements d'électrons, ou enfin du changement d'énergie des électrons. C'est possible, comme dans l'exemple ici, quand un électron change d'orbital autour d'un atome, ou quand on freine un électron pour la production de rayons X en imagerie, c'est des rayonnements de freinage. Alors, la différence essentiellement entre les deux. Bon, les rayons gamma, il y a une certaine classe en astronomie qui est différente. Il y a les rayonnements d'annihilation comme dans la TEP, mais essentiellement, les rayons gamma viennent des noyaux lors des désintégrations radioactives.
Je vais passer là-dessus. C'est quelque chose qu'on va supposer avec lequel tout le monde est familier ici. C'est quoi un isotope? On parle beaucoup des isotopes médicaux sans redéfinir c'est quoi. Les isotopes, dans le fond, c'est juste différentes versions d'un atome. Et un atome est défini par le nombre de protons. Donc, en changeant le nombre de neutrons, on a les mêmes caractéristiques chimiques. Mais on obtient des isotopes différents, dont certains sont instables. Dans l'exemple ici, pour le carbone 12, c'est l'isotope stable du carbone, tandis que le carbone 14 est instable, il va finir par se désintégrer. C'est comme si le noyau n'aimait pas être pris dans cette agglomération-là, puis il va finir par se transformer en azote. Et la radioactivité du carbone, comme ça, en fait, ça émet des rayons bêta. Ça peut servir en médecine. En médecine nucléaire, on l'utilise surtout pour des recherches d'Helicobacter pylori, les DREC tests, ou pour la datation, carbone 14, dont vous avez sans doute entendu parler souvent. Ça se produit parce que dans l'atmosphère, il y a une quantité de carbone qui est toujours constante. Le carbone 14, il est radioactif, il finit par s'épuiser, mais dans la haute atmosphère, les rayons cosmiques viennent créer des nouveaux atomes de carbone 14. Et tant qu'on est vivant, on en respire. Donc, dans notre corps, constamment, pendant qu'on respire, on a la même proportion de carbone 14 versus celle de carbone 12. Quand on meurt, en théorie, on cesse de respirer. Alors, ce qui se passe, c'est que le carbone 14 commence à s'épuiser, puis en sachant que sa demi-vie est environ 5700 ans, bien, on peut, en analysant quelle quantité de carbone 14 il reste dans quelque chose qui est mort et qui a respiré, donc ça peut être des plantes, comme pour dater du bois, mais on peut savoir l'âge du décès de l'organisme. Bon, là, on est rendu dans les choses plus amusantes. Alors, je vais vous laisser de côté les atomes, parce qu'on a un anniversaire important à souligner aujourd'hui. C'est la fête des rayons X. En 1895, Roentgen a officiellement découvert les rayons X. Alors là, c'est une ligne du temps avec certaines dates dont je veux vous parler. Donc, on voit une image de M. Roentgen ici, qui s'amuse avec son tube à rayons cathodiques. C'était très populaire comme jouet à l'époque. Tous les scientifiques étaient fascinés par les rayons cathodiques. Ça, c'était avant qu'on sache que les rayons cathodiques, c'est des électrons. Donc, c'est un tube sous vide comme ça, avec cathode, anode, puis un flux d'électrons qui avait des phénomènes, qui démontraient des phénomènes étranges. Et ce que Roentgen s'est rendu compte, c'est qu'à l'endroit où les électrons frappent la paroi du tube ou une cible, il y a un rayonnement qui est émis et qui, lui, n'est pas chargé. Alors, il a fait beaucoup d'expériences là-dessus. Il était fasciné par le phénomène. Et quelques mois après, il a réalisé qu'en mettant différents objets entre sa source de rayons X puis une plaque détectrice ou une plaque photo, il pouvait faire des belles images. Alors, son premier cobaye, ça a été sa femme. Donc, voici la première radiographie de l'histoire. C'est une photo qu'on voit souvent aussi, avec aussi le premier artefact de l'histoire de la radiologie. C'est sans doute l'alliance de Mme Roentgen. Il y a d'autres découvertes importantes qui sont passées dans les années. Là, au tournant du siècle, il se passait beaucoup de choses, mais je vais remonter un petit peu dans le temps pour vous parler d'anecdotes qui remontent à très loin et qui concernent aussi les rayonnements ionisants, parce que c'est amusant à savoir. Là, la première date, c'est moins 1,7 milliard d'années, alors il y a très, très longtemps sur Terre, avant que les animaux complexes apparaissent. En fait, c'est l'apparition des cellules eucaryotes à l'époque, ça, c'est des cellules avec des noyaux. Il y a eu un premier réacteur nucléaire naturel qui a existé quelque part au Gabon. On a découvert un lieu où, selon ce qu'on a mesuré dans l'environnement à cet endroit-là, il semble qu'il y aurait eu une concentration très élevée d'uranium-235, exactement ce qui est utilisé dans les réacteurs et aussi dans les bombes nucléaires, qui aurait entamé une réaction en chaîne. L'uranium-235, c'est un atome radioactif qui va se désintégrer tranquillement. Il y a une demi-vie, tranquillement, il y a une demi-vie d'environ 700 millions d'années, contrairement à l'uranium-238, un autre isotope d'uranium qui, lui, a une demi-vie de 4,5 milliards d'années. Donc, aujourd'hui, il reste beaucoup d'uranium-238, moins d'uranium-235 pour faire des réacteurs ou des bombes. Maintenant, il faut purifier l'uranium. Il faut lui enlever du 238 pour garder le 235. Pour faire une bombe, il faut à peu près 100% de 235. Mais pour faire un réacteur, autour de 3%, c'est parfait pour entretenir une réaction en chaîne puis produire de l'énergie. Sauf qu'à l'époque, l'uranium était naturellement à 3% de 235.
ce qui permettait, si l'uranium se ramassait dans un endroit, d'entamer par lui-même une réaction en chaîne, et c'est ce qui s'est produit. Alors, c'est fascinant de constater que ce n'est pas l'humain qui a inventé les réacteurs nucléaires, la nature a fait le coup. C'est par des sources d'eau chaude qui ont concentré l'uranium dans une certaine région que ça s'est produit. Une autre date que je voulais mentionner, autour de l'an 1400, il y avait beaucoup de cancers des poumons qui ont été identifiés, mais on ne savait pas c'était quoi à l'époque, parmi des mineurs dans une mine quelque part qui se trouve maintenant en Tchécoslovaquie. C'est une mine qui a été longtemps en opération. Puis aujourd'hui, on sait que le radon qu'on respire, qui se concentre dans les mines ou dans certains sous-sols mal aérés, peut créer plus d'incidence de cancer de poumon. Et ça remonte à loin, ça aussi. Donc, en fait, la mine a été en opération au moins jusqu'en 1930 parce que j'ai trouvé une donnée où en 1930, on disait qu'il y avait encore 50 des mineurs dans la région qui mouraient de cancer du poumon. Donc, les effets des radiations, avant même que l'humain en fasse d'un point de vue artificiel, existaient déjà. Puis là, la troisième date ici, c'est une autre anecdote intéressante, c'est qu'on a utilisé l'uranium en médecine, mais là, je mets médecine entre guillemets, dans une concoction homéopathique à l'époque pour traiter le diabète. L'homéopathie date du début du 18e siècle. Et en fait, c'est pas du tout dangereux, une concoction homéopathique avec de l'uranium, parce qu'il y a tellement de dilution impliquée dans ces coctions, dans ces produits-là, qu'il ne reste aucune trace de l'élément original. En fait, l'homéopathie fonctionne bien, mais par effet placebo seulement. Donc, juste pour mentionner que, quand même, à l'origine des utilisations médicales, on avait pris l'uranium dans une préparation homéopathique. Là, je vais revenir à ce qui s'est passé au tournant du siècle pour vous montrer une autre image importante. Si on veut, la première scintigraphie de l'histoire. C'est les roches d'uranium que Becquerel utilisait, parce que lui, il s'amusait avec des roches d'uranium à l'époque. Et il en a fait une photo par erreur. En fait, avant de découvrir la radioactivité, Becquerel pensait que l'uranium était une substance fluorescente. Et son idée, c'était d'exposer ces roches au soleil et d'attendre que la roche emmagasine assez d'énergie et se mette à faire de la fluorescence qu'il voulait mesurer avec des plaques photographiques. L'histoire, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est comme ça qu'on la rapporte dans les livres d'histoire, c'est que Becquerel voulait sortir avec ses roches au soleil une journée où, malheureusement, c'était nuageux, où il pleuvait. Alors, il a remis l'expérience à plus tard et il a rangé ses roches dans un tiroir où se trouvait une plaque photographique, mais emballée. Alors, il a mis ça dans le tiroir, au noir. Et plus tard, il a eu l'idée, juste par curiosité, de développer son film. Et il s'est rendu compte que, sans avoir été exposé au soleil, les roches émettaient des rayonnements. Et les rayonnements avaient traversé l'enveloppe de sa plaque photographique. C'est là qu'il a découvert le fameux rayonnement uranique. C'est la découverte de la radioactivité. Le mot radioactivité a été inventé par les Curie qui ont pris le flambeau après pour faire beaucoup d'études là-dessus, isoler certaines substances radioactives. Mais on avait la première image et aussi le premier artefact de l'histoire de la scintigraphie, parce qu'entre les roches et le papier photographique de Becquerel se trouvait un genre de pendentif en forme de croix qu'on voit là, sous la roche du bas. Alors, en l'honneur de Becquerel, je reproduis des fois l'artefact en question ici. Ça m'est arrivé récemment. J'avais oublié d'enlever le pendentif à un patient à qui j'ai fait une scintigraphie pour le cœur et on voyait très bien. J'ai dû recommencer, mais je pouvais dire que le patient portait réellement Jésus dans son cœur cette fois-là. Moi, un peu moins. Enfin, je me suis consolé en me disant que je reproduisais l'artefact de Becquerel. Là, il y a plein de choses que j'ai mises dans ma ligne du temps. Je vais juste aller directement aux événements plus intéressants. Dès le début, on a pensé utiliser les fameux rayons de Roentgen, qui ont été appelés rayons X par Roentgen parce que X, c'était une inconnue. À l'époque, on ne savait pas c'était quoi. On a pensé les utiliser rapidement en médecine. Alors, il semble que dès le début de 1896, il y a eu un premier traitement qui a été tenté avec des rayons X pour diminuer une tumeur pour le cancer d'un estomac. La patiente est morte, mais selon ce qui est rapporté, la tumeur aurait diminué de grosseur. Là, on a fait plusieurs expériences pour voir
les fœtus, à l'époque, on ne connaissait pas très bien les effets néfastes des radiations et on voulait voir ce qui se passait dans le ventre d'une femme enceinte, des radiographies pour les dents. Et puis, les premiers accidents, dès l'année suivant la découverte de Roentgen, il y a beaucoup d'accidents qui sont rapportés. Certains sont volontaires, parce que les gens faisaient des tests avec les nouvelles radiations qui fascinaient tout le monde. Et puis, ils se sont exposés volontairement à leur perte de cheveux, brûlure des yeux, brûlure de la peau. Tout ça s'est passé pendant ces années-là. Mais l'expérience la plus amusante, c'est Becquerel qui l'a subi malgré lui. Et ça, c'est autour de 1901. Alors, ce qui est amusant, c'est que Becquerel, qui avait découvert la radioactivité, qui après a été étudié beaucoup par les Curie, Pierre et Marie Curie, s'est fait offrir par les Curie un morceau de sel d'uranium. Et il transportait le morceau de sel d'uranium dans sa poche de chemise, sa poche de montre. Et avec le temps, le sel d'uranium a brûlé sa peau. Alors, Pierre Curie, quand il a appris ça, fasciné par ce qui est arrivé à son ami Becquerel, en bon scientifique, a dit « Je veux répéter l'expérience pour essayer moi aussi, voir ce que ça fait. » Alors, il s'est lui aussi promené avec du sel d'uranium dans sa poche pendant un certain temps pour constater, en effet, que ça brûlait la peau. Et au lieu de s'en méfier, Pierre Curie a eu l'idée de s'en servir pour traiter des tumeurs. J'imagine que c'était des mélanomes qu'il avait en tête à l'époque. Alors, il s'est dit, une bonne application de ce sel d'uranium, ce serait peut-être de traiter des tumeurs pour les cancers de la peau. Tandis que Becquerel, lui, avait une idée différente. Lui, il aurait déclaré qu'il aimait bien l'uranium, mais qu'il gardait une rancœur envers lui. Enfin, pardon, c'était du radium, qu'il aimait bien c'était du sel de radium que les Curie avaient isolé. Et ils ont eu beaucoup de misère à isoler le radium. Ça se trouve dans la même roche que l'uranium. Et à partir de 1 tonne de roche d'uranium, ils ont pu extraire seulement 1/10 de gramme de radium lors de leur première tentative. Mais bon, c'est pour ça qu'ils ont fini par avoir le prix Nobel conjointement avec Becquerel pour les études des atomes radioactifs. Ils ont isolé aussi le polonium à l'époque. Le polonium, en fait, ils l'ont isolé avant le radium. Et le polonium porte ce nom-là parce que Marie Curie l'a nommé ainsi en l'honneur de son pays d'origine, la Pologne. Donc, les premiers atomes radioactifs isolés, après l'uranium qu'on trouve naturellement, c'est le polonium et le radium qui ont été découverts par les Curie. Je ne vais pas passer à travers de ma ligne du temps au complet. Peut-être mentionner la découverte de la radioactivité artificielle en 1934, parce que c'est important pour la médecine nucléaire, c'est ça qu'on utilise maintenant, c'est des isotopes radioactifs artificiels. Et c'est la fille de Pierre et Marie Curie, Irène, qui a fait cette découverte avec son mari Frédéric, qui est un des rares grands personnages de l'histoire à porter le nom de sa femme. Alors, on se réfère à lui par Frédéric Joliot-Curie à cause de la célébrité de ses beaux-parents. Donc, une date importante pour la médecine nucléaire. Et l'autre date importante, c'est en 1946, la première publication qui rapportait la réussite d'un traitement à l'iode pour un cancer de la thyroïde. Alors, c'est la naissance officielle de la curithérapie pratique dans ce cas-là. Après, là, j'ai arrêté de noter des dates après ça, mais après, il y a plein d'autres découvertes qui sont importantes pour la médecine nucléaire. L'invention de la caméra gamma en 1957 qui, elle, a permis l'imagerie médicale. Marie Curie est très importante dans l'histoire, alors c'est pour ça que c'est une de mes idoles aujourd'hui. Et là, j'ai un aveu à faire, ça m'arrive encore de jouer à la poupée. Alors, je vous présente ma poupée Marie Curie. Et je voulais l'inclure aujourd'hui parce que hier, en fait, c'était son anniversaire. Alors, c'est la fête des rayons X aujourd'hui. C'était la fête à Marie Curie hier. Elle aurait eu 144 ans. Marie Curie est morte à 66 ans d'une leucémie causée par les radiations, parce qu'elle a eu les 2 mains dedans, elle en a respiré toute sa vie. Et d'ailleurs, ma poupée n'est pas très sécuritaire parce qu'elle se promène avec son bécher rempli de radium ici. Alors, pour essayer de mesurer sa dose, je lui ai ajouté un 12 mètres. Je ne sais pas quelle dose Marie Curie a eu dans sa vie, je n'ai pas trouvé de référence. Puis là, j'espère qu'elle va avoir une bonne lecture. En fait, ça, c'est une scène qui se passait dans la cuisine peu de temps avant le souper. J'ai dû enlever mes poupées de là parce qu'on m'a demandé de mettre la table. Mais il y avait plein de choses intéressantes qui se passaient sur ma table de cuisine. Marie Curie au centre, évidemment, vu que c'est ma préférée.
Euh, à gauche, il y a Newton et Einstein qui ont une grande discussion sur la théorie de la gravitation. Marie Curie parle avec Darwin ici des effets potentiels de la radiation sur l'évolution des espèces. Mais en arrière à droite, il y a Galilée qui, avec son nouveau télescope, aimerait bien observer Jupiter, qu'on voit bien ces temps-ci. Mais Edison, qui est là avec sa nouvelle ampoule, il éblouit Galilée, puis il lui empêche d'observer les étoiles, parce que Edison est tout excité. Edison vient d'inventer le fluoroscope, enfin, le premier fluoroscope commercial, à potentiel commercial, parce que c'est un autre personnage important que je n'ai pas mentionné tout à l'heure. Edison a touché à beaucoup de domaines scientifiques, mais il a contribué à la naissance de nos métiers par l'invention du fluoroscope. Il s'est amusé lui aussi avec les rayons X pendant un temps. Ce qui est arrivé, par contre, c'est qu'en faisant des tests avec les rayons X, c'est son nouveau fluoroscope, dont aujourd'hui la technique est à peu près semblable à l'appareil qu'Edison avait mis au point à l'époque. Donc, ce qui est arrivé pendant ces expériences, c'est que son assistant est décédé en s'irradiant gravement. Et là, Edison, à partir de ce moment-là, bon, il y avait beaucoup d'autres intérêts, mais il a mis de côté l'étude des rayons X. Puis, il aurait déclaré que les rayons X, il ne voulait plus en entendre parler. En fait, sa citation exacte, c'est « Don't talk to me about X-rays, I'm afraid of them ». Alors, j'ai peur des rayons X. Edison s'est penché sur d'autres choses, il nous a donné d'autres découvertes, mais malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas partagé son point de vue sur la dangerosité des rayons X. Et dans les années qui ont suivi, on a eu des exemples qu'on peut considérer absurdes aujourd'hui, mais la radioactivité et les rayons en général ont servi de base à de la médecine magique, à des remèdes miracles qui ont réellement existé. Ça, c'est des produits qui existent réellement. Dans la littérature, on trouve des exemples de ça. Alors, de l'eau à base de radium, qui était recommandée. Je ne sais pas si vous pouvez lire la posologie sur celui de droite. Ça dit d'en prendre une bouteille au complet après chaque repas. Je ne sais pas c'est quelle quantité de radiation que ça donne exactement. J'ai essayé de le savoir, sauf que ce dont on a accès aujourd'hui, ce qui est accessible dans la littérature scientifique, c'est les doses de radiation qu'on reçoit avec les isotopes médicaux. Mais c'est pas du tout recommandé de donner du radium à des patients. Alors, je n'ai pas de données là-dessus, sauf qu'il y a des cas tristement célèbres. Le Raditor a tué une personne en 1932. C'est un cas célèbre parce que c'était une personne connue à l'époque, un joueur de golf semi-professionnel, puis quelqu'un du milieu de la finance, qui aurait bu en 3 ans 1400 bouteilles de Raditor. Alors, ce qu'on dit, c'est que sa mâchoire serait tombée. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire exactement par la mâchoire tombée, mais j'imagine qu'il n'était pas beau à voir. Il y aurait eu des trous dans son crâne, des abcès au cerveau, et on a lié directement ça à sa consommation de Raditor. L'eau avec des substances radioactives, c'était loin d'être le seul remède miracle mis en marché à cette époque-là. Et là, j'ai d'autres exemples amusants. Je ne sais pas s'il y a eu des décès à cause de ça, mais il y a toutes sortes de produits qui ont été conçus à l'époque. Alors, on a la crème radioactive, la pâte à dents radioactive. En haut, au milieu, c'est du chocolat au radium. En bas, le savon, là, je ne sais pas si vous pouvez lire, mais ce qui est triste là-dessus, c'est que ça dit en bas « Recommandé pour la toilette des bébés ». J'ai pas trouvé de conséquences liées à l'utilisation de ces produits-là, mais j'imagine que s'il y avait une grande quantité de radium égale à celle dans le Raditor, ça a pu avoir des effets chez la peau, surtout si on savonnait les enfants avec ça. Sur l'image du milieu, on dit que le Taux-Radia, la marque de commerce, c'est présenté par le docteur Alfred Curie. Longtemps, on a pensé qu'Alfred Curie n'existait pas, surtout à cause de son nom de famille. C'était un appel à l'autorité pour essayer de vendre sa poudre miracle. Mais en 2003, je suis tombé sur un article d'historiens qui ont réellement retracé le docteur Curie. C'est un vrai médecin à l'époque qui avait vraiment un diplôme en médecine et qui est allé dans le charlatanisme pour vendre ses produits. Mais Alfred Curie n'existait pas vrai, bien qu'il n'y ait aucun lien de parenté avec Pierre et Marie Curie. Donc ça, c'est des exemples amusants, mais ce ne sont pas mes préférés. Alors, je vous montre mes préférés. Ce sont les sous-vêtements radioactifs.
Et en haut à droite, les suppositoires radioactifs. Je ne sais pas si ça se trouve encore. Enfin, ça a l'air très amusant parce qu'avec des sous-vêtements radioactifs, on peut aller faire du ski en bobette. Sur la laine radioactive, on peut lire aussi que c'est indispensable, entre autres, là, aux vieillards, aux malades, aux adultes et aux enfants. Je ne sais pas non plus quelle quantité de radioactivité il y avait dans ces sous-vêtements-là, mais enfin, les gens sur l'image ont l'air très heureux de porter des sous-vêtements au radium. Donc, ça fait rire, ça fait sourire, sauf que les remèdes miracles existent encore. Et là, j'ai un exemple très connu, présentement, de remède miracle. Marcel Leboeuf avec ses colliers. Au moins, c'est plus sécuritaire parce qu'il n'y a pas de doses importantes qui sont associées à ces colliers de noisetiers. Par contre, si on demandait à Marcel Leboeuf par quel mécanisme il pense que son collier fonctionne pour aider les gens, il pourrait invoquer la radioactivité. Et ça, c'est une autre anecdote importante, c'est dans les noix et les noisettes qu'on retrouve la plus grande concentration de potassium 40. Donc, il y a de la radioactivité dans tout ce qu'on mange, en faible quantité. Mais dans la noisette, il y en a plus. Mais je ne sais pas s'il y a des noisettes qui font partie du collier, là, mais enfin, il pourrait invoquer la radioactivité comme un mécanisme par lequel son collier fonctionne. Sauf que ce serait évidemment des doses très faibles. Ce qu'il y a dans les noix et les noisettes, c'est, oui, beaucoup de radioactivité, de potassium par rapport aux autres aliments, mais c'est quand même négligeable pour que ça ait des effets sur les systèmes biologiques. Alors, le potassium, bien, enfin, dans tout ce qui contient du potassium, il y a une proportion du potassium qui est du potassium 40. Ça, c'est la version radioactive. C'est à peu près 117 parties par million. C'est peu. Mais ce dont on entend souvent parler comme aliment radioactif, c'est la banane. La noisette en contient plus, mais la banane est célèbre pour son potassium. Et à tel point que c'est une unité de mesure en radiation, une unité qui est équivalente. La banane est utilisée pour une unité qui s'appelle la dose équivalente en banane, qui peut se convertir en sieverts. Alors ici, on a la conversion. C'est une unité qui a été inventée par les partisans du nucléaire qui voulaient démontrer que certains événements n'avaient pas vraiment de conséquences si on compare ça avec le fait de manger des bananes. Alors, une dose équivalente en banane, c'est la dose qu'on reçoit après avoir mangé une banane. Dans l'alimentation, en 1 an environ, on absorbe surtout du potassium, d'autres éléments radioactifs, mais au niveau de traces, qui correspondent à peu près 3800 doses équivalentes en bananes. C'est comme si une alimentation était uniquement composée de bananes. C'est comme si on mangeait environ 3800 bananes par année. Là, j'ai noté certaines activités qui sont peu irradiantes. Pour donner un exemple, il y a des gens qui ont peur des nouveaux scans aux aéroports maintenant qui servent de plus en plus pour voir si les gens cachent des choses sur leurs vêtements. Bien, c'est une dose très faible. L'idée, c'est pas de traverser la peau, c'est juste de traverser les vêtements, puis ça équivaut à la dose qu'on reçoit en mangeant une banane seulement. L'argument des partisans du nucléaire disent que habiter près d'une centrale, ça n'a pas vraiment de conséquences, puis que toutes les fuites des centrales nucléaires correspondent à manger une banane aux 2 jours, par exemple. Ça, c'est évidemment quand il n'y a pas d'accident, quand tout va bien. La radiographie d'une main ou d'un pied est équivalent à peu près à une radiographie dentaire. C'est l'équivalent de manger 62 bananes. Puis, à mon hôpital, certains employés ont peur de côtoyer nos patients qui ont eu des examens en médecine nucléaire, mais pourtant, ils n'ont certainement pas peur de manger des bananes. Et là, j'ai compté qu'un patient à qui on a donné la plus forte activité pour l'examen qu'on réalise chez nous, ça correspond pendant 5 minutes à manger environ 17 bananes. Donc, les bananes, c'est des doses très faibles. Les doses médicales, c'est des doses très faibles, mais évidemment, à plus forte dose, il y a des conséquences. Et qu'est-ce que ça prend? Là, je vais vous parler maintenant en termes de sieverts, parce que la banane serait plus appropriée, ne serait pas du tout appropriée pour les fortes doses. Qu'est-ce que ça prend pour que ça ait des conséquences? Alors, en passant, ça, c'est mon plat à lunch préféré, qui dit « nuclear food ». Et ça se veut une blague, sauf que je l'aime bien parce que c'est vrai, parce que ce que je mets dans mon plat, c'est vraiment radioactif. Par contre,
le tour de mon plat est faux. Lui, ça dit « Eat and Glow ». Je mange de la nourriture qui est en partie radioactive tous les jours, mais j'ai pas tendance à briller encore. Je vais continuer de m'essayer. Donc, ce que je disais, pour revenir à propos des sieverts, qu'est-ce que ça prend pour que ça ait des conséquences? Là, il faut aller à des fortes doses. Là, on est dans les micro-sieverts, à peu près 0,1 micro-sieverts pour une dose de banane. Si on va 1 million de fois plus élevé, on arrive dans les sieverts. Et ce que ça prend, c'est environ 3 sieverts, le méchant 3 sieverts qui veut vous rendre malade s'il vous attrape sur le coin de la rue. En fait, on commence à avoir des effets qui sont démontrables à partir de 1 à 3 sieverts. En bas de ça, il y a des effets temporaires, mais ça n'a pas de conséquences permanentes. Sauf que rendu à 3 sieverts, c'est assez pour vous rendre malade. Alors, le méchant 3 sieverts veut vous rendre malade. Par contre, il y a d'autres méchants dans l'histoire. Alors, le méchant 10 sieverts, lui, il veut vous tuer. Ça, c'est la dose létale. 10 sieverts, c'est 10 000 millisieverts. Ouais, c'est 10 000 millisieverts, c'est énorme. On ne recevra jamais ça en médecine. Mais, enfin, c'est arrivé lors de certains accidents. Puis, en médecine, indirectement, là, certaines personnes qui ont utilisé pour revendre des métaux, des anciens appareils médicaux. C'est arrivé au Brésil, là, des gens qui se sont tués parce qu'ils se sont irradiés beaucoup avec des sources qui étaient à l'origine dans des appareils de radio-oncologie. Ont eu des doses supérieures à 10 sieverts. Et à 10 sieverts, on meurt en même pas 30 jours. Il y a un autre méchant aussi dont je veux vous parler, c'est le 25 sieverts. Alors, 25 sieverts, lui, qui est encore plus méchant et plus sournois, il veut vous donner le cancer. Mais là, c'est le paradoxe. Si 25 sieverts veut vous donner le cancer, comment il va réussir, étant donné que 10 sieverts s'est passé avant et qui vous a tué? Alors, c'est le paradoxe des effets des radiations d'un point de vue stochastique, les effets probabilistes cancérigènes. Alors, comment 25 sieverts va faire? Eh bien, pour donner le cancer à quelqu'un, on ne peut pas le faire d'un coup. Le 10 sieverts va tuer la personne d'abord. Alors, l'idée, c'est de penser aux 25 sieverts comme l'accumulation de doses. Si on veut, c'est équivalent à recevoir 100 doses de 250 millisieverts. Donc, on peut penser que 250 millisieverts, étant donné que c'est 1/100 de la dose cancérigène, ça a des chances de d'induire un cancer dans 1% des cas. Et c'est exactement ça qu'on le voit en radioprotection, c'est-à-dire qu'on considère les doses comme ayant des effets linéaires proportionnels aux fortes doses. Alors, à 250 millisieverts, c'est la dose qui correspond à 1% des probabilités qu'un cancer soit mortel. Ce qu'on utilise, c'est une droite dans ce genre-là. Alors, 250 millisieverts, on est dans la partie droite du graphique, les effets qui sont bien démontrés. Et en augmentant la dose, on augmente les probabilités de donner un cancer jusqu'à potentiellement 25 sieverts, qui serait à coup sûr la dose nécessaire pour induire un cancer. Par contre, ça ne fonctionne pas si on prend des doses plus faibles. Entre 100 et 200 millisieverts, ça, c'est des données qu'on a surtout avec les gens qui ont été accidentellement exposés, Hiroshima, Nagasaki, Tchernobyl, où il y a eu des grosses doses. Et en bas de 200 millisieverts, il n'y a pas vraiment d'effets qui ont été démontrés chez les survivants japonais. C'est des effets qui sont incertains. On peut quand même mesurer en laboratoire si on irradie des cellules qui sont extraites du corps certains phénomènes. Et si on va encore plus bas, en bas de 100 millisieverts, donc dans le domaine des doses qu'on reçoit en médecine, que les patients reçoivent, si on exclut les doses des organes qu'on irradie en radio-oncologie là, pour détruire les cellules, c'est ça le but, mais les doses médicales sont dans un groupe d'effets spéculatifs, c'est-à-dire qu'on n'a aucune idée c'est quoi la relation entre la dose et l'effet cancérigène potentiel. Parce qu'il y a une hypothèse très plausible qui dirait qu'il y a une dose seuil, c'est la courbe en bas qui va passer par le point zéro. En bas d'une certaine dose, ça se pourrait que les rayonnements n'aient aucun effet. Puis si cette dose-là existe, si la dose seuil existe, ça serait autour de 50 à 60 millisieverts. Donc la dose approximative qu'un technologue en médecine nucléaire va recevoir pendant toute sa carrière. La dose seuil est plausible parce que dans nos cellules, il y a des mécanismes de réparation qui sont constamment sollicités. C'est surtout des oxydations qui vont venir altérer l'ADN.
Et nos cellules sont habituées à ça. Il y a environ 10 000 altérations de l'ADN dans chaque cellule, dans chacune de vos cellules à chaque jour qui se produisent, et principalement parce que vous respirez, parce que l'oxygène est réactif et l'oxydation va altérer l'ADN. Donc, le corps se défend et le corps répare les altérations. Et les altérations causées par des radiations ne sont pas différentes. Le corps va les traiter de la même façon. Alors, des systèmes enzymatiques de défense vont se mettre à l'œuvre et réparer les altérations. L'hypothèse de la dose seuil avec hormèse, c'est celle qui passe en dessous du point zéro. Ça démontre qu'il y aurait des effets bénéfiques à des faibles doses de radiation, justement pour cette raison-là, parce que les mécanismes de réparation sont sollicités davantage quand il y a irradiation à faible dose, là, si on est loin des doses qui ont des conséquences directes. Et ces mécanismes-là vont compenser plus que les radiations incidentes, c'est-à-dire que les altérations causées par l'oxydation naturelle vont aussi être réparées davantage. Donc, il est possible, c'est loin d'être prouvé, là, mais c'est possible que les faibles doses qu'on reçoit chaque jour dans le cadre de notre travail aient des effets positifs et que les incidences de cancer soient diminuées pour les gens qui sont irradiés faiblement. C'est pas certain parce que pour faire des expériences à des doses aussi faibles, on est... comme c'est des effets cancérigènes là, qui sont à être démontrés, on est pris avec l'incertitude statistique parce que le cancer a une très grande prédominance. Au Canada, vous avez environ une chance sur 3 de mourir d'un cancer. Et si on veut voir les effets des faibles doses, ça serait une différence très minuscule de la probabilité de mourir d'un cancer, puis c'est perdu dans le flou statistique. Là, pour vous donner une idée, j'ai une démonstration avec 200 personnes qu'on voudrait irradier avec 100 millisieverts chacune. 100 millisieverts, c'est beaucoup, là. C'est dans le domaine où on est un petit peu plus certain des conséquences que ça peut avoir. Mais quand même, alors si on prend l'exemple du Canada, sur 200 personnes, les 200 points représentent les 200 personnes, il y en a 86 qui vont naturellement développer un cancer. Alors, sans les exposer, d'emblée, elles auraient eu un cancer de toute façon. Parmi ces 86-là, c'est les données que j'ai prises de Statistique Canada en passant, donc ce sont des données assez fiables pour les pourcentages. Sur les 86, il y en a 60 qui vont en mourir. Donc, c'est 30 des gens au Canada en moyenne qui meurent d'un cancer chaque année. Maintenant, les radiations, si on se fie à l'hypothèse linéaire sur le graphique, les radiations ont des effets proportionnels aux doses reçues. Les 200 personnes exposées chacune à 100 millisieverts, si on se fie à l'hypothèse linéaire, parmi celles-ci, il y en aura 2 seulement chez qui on aura donné un cancer radio-induit. Mais là, dans l'exemple, il y a 86 personnes qui ont été exposées puis qui ont eu un cancer. Et ça fait 86 personnes qui vont penser que leur cancer est causé par les radiations. Alors, c'est là que la perception du risque entre en jeu, parce qu'en réalité, même si on se fie à une hypothèse très conservatrice, avec des doses assez fortes, on va juste avoir induit le cancer chez 2 personnes. Là, je ne sais pas si vous devez retourner bientôt au poste de travail, si c'est un bon temps pour vous demander si vous avez des questions, parce que j'ai du matériel assez pour continuer pendant 4 heures. Alors, 10 minutes encore? Bien, je vais continuer avec la perception du risque. La perception du risque qui est assez importante dans l'imaginaire des gens et qui a forcé un événement intéressant à mentionner, le changement du nom de la résonance magnétique. La résonance magnétique s'appelait à l'origine résonance magnétique nucléaire. Là, en passant, je vais juste donner le crédit pour, c'est pas un dessin que j'ai fait moi-même, là, j'ai pris ça dans un livre, c'est Joey Manfrey qui a fait des illustrations dans un livre qui traite de certains phénomènes physiques, et je vais vous le recommander, ça s'appelle The Instant Physicist, donc en vous recommandant ce livre-là, en faisant de la publicité, je me sens moins mal d'utiliser son image. Donc, justement, il y a un chapitre sur le livre où on parle du changement de nom de la résonance magnétique, qui s'appelait résonance magnétique nucléaire, parce qu'il n'y a pas de radioactivité en résonance magnétique, mais les rayonnements viennent d'une vibration du noyau dans les atomes d'hydrogène. Donc, nucléaire, c'est la racine pour noyau. Alors, comme ça impliquait le noyau, ils ont appelé ça nucléaire. Sauf qu'il y a beaucoup de gens à qui ça faisait peur, et ça commençait à faire peur aux gens, surtout au tournant de l'an 1979 aux États-Unis, où il y a eu l'événement de Three Mile Island, le réacteur dans lequel il y a eu des fuites à l'époque. Des fuites
très minuscules, qui n'ont eu aucune conséquence à part des accidents de la route parce que certaines personnes paniquaient et voulaient se sauver de la ville. D'ailleurs, le rapport officiel des autorités américaines à l'époque avait dit que 3 Miles avait eu des conséquences uniquement psychologiques chez les gens. Mais une autre conséquence que ça a eu, c'est que ça a forcé les autorités à changer officiellement le nom, mais c'est juste en 1983 quand même. Mais en 1983, le nom était officiellement changé et la résonance magnétique n'avait plus le mot nucléaire dans son appellation. C'est l'American College of Radiology qui a officiellement proposé que le nom soit changé. En 1979, ce qui est drôle aussi, c'est que l'accident à TMI est arrivé 2 ou 3 semaines après la première du film de China Syndrome. Je ne sais pas si vous avez vu ce film où on relate un accident potentiel nucléaire qui pouvait se produire à l'époque. Puis c'est assez fiable, là. Les informations scientifiques dans le film sont réelles. Le titre China Syndrome, ça vient d'une mauvaise blague. C'est l'idée que si un réacteur n'est pas bien refroidi, il va continuer de chauffer. Puis en théorie, si ça continue de chauffer et qu'il n'y a aucun moyen de refroidir le cœur d'un réacteur, ça va s'enfoncer en faisant fondre l'enceinte du réacteur et continuer de s'enfoncer dans le sol jusqu'à atteindre la Chine. En théorie. Évidemment, dans le film, on explique que c'est juste une façon de décrire les choses, que ça ne se passe pas comme ça. Mais le film, suivi de l'accident, a fait peur à bien des gens, puis ça a eu ça comme conséquence. Le changement du nom. La médecine nucléaire n'a pas changé son nom parce que là, c'est peut-être plus approprié de conserver le nom nucléaire en médecine nucléaire, vu que c'est vraiment des isotopes radioactifs qu'on utilise. Mais ça continue de faire peur à certaines personnes. D'ailleurs, j'ai entendu la conversation de la secrétaire au département qui répondait à une patiente qui appelait sans doute parce qu'elle était inquiète en demandant la question qu'on entend souvent, le nucléaire, est-ce que c'est dangereux? Et la secrétaire lui a répondu, « Mais non, madame, c'est pas dangereux, c'est juste radioactif. » Je pense pas que ça l'a rassuré. Je peux peut-être conclure avec un exemple de la perception du risque pour avoir une idée de comment on s'imagine les choses. Alors, ce que j'ai extrait comme données, c'est le nombre de décès occasionnés par chacun des événements ou des groupes d'animaux ici. S'il y avait un événement de l'ampleur de celui de Tchernobyl à chaque 25 ans, ça fait à peu près 25 ans à Tchernobyl. Puis là, il y a eu un autre événement cette année à Fukushima, mais ce n'est pas du même ampleur. C'est environ 10 des fuites de ce qu'il y avait eu à Tchernobyl qui survenait à Fukushima. Puis à Fukushima, les autorités ont réagi très rapidement pour évacuer la population qui pouvait être touchée. Mais si l'accident avait été plus grave, si on avait eu un autre Tchernobyl et que ça se reproduisait à chaque 25 ans, combien de personnes mourraient des fuites de radiation causées par un tel accident? Alors, j'ai fait le calcul en divisant le nombre de décès qui est officiellement rapporté par des agences assez crédibles là, qui sont affiliées à l'ONU. Alors, je veux comparer ça avec la pollution ordinaire des centrales au charbon aux États-Unis, qui est une autre façon de faire de l'énergie. Et ça, c'est de la pollution ordinaire parce que ça n'a pas besoin d'accident pour survenir, ça se produit tout le temps. L'accident industriel qui n'implique pas de radiation à Bhopal en 84, l'accident industriel le plus néfaste qui est survenu à cause de fuites de produits chimiques. C'est arrivé en Inde, c'est une usine de fabrication de pesticides. Et là, pour s'amuser, qu'est-ce qui est le plus inquiétant? Qu'est-ce qui nous fait le plus peur entre les requins, les scorpions et les éléphants? Je ne sais pas si vous avez une petite idée d'où je vais en venir pour vous démontrer que c'est contre-intuitif. Alors, j'ai les chiffres ici. La pollution causée par le charbon est très importante et ça, c'est des données que j'ai obtenues, mais juste pour les États-Unis. En Chine, c'est de plus en plus populaire l'utilisation du charbon comme source d'énergie. Et le nombre de décès qui est directement associé, c'est surprenamment très élevé. Des données assez fiables qui rapportent environ 30 000 décès directement causés par la pollution des centrales au charbon. Les radiations causées par Tchernobyl, ce qui a l'air vraiment de faire peur parce que c'est effectivement le pire accident nucléaire de l'histoire. Si on ramène ça sur 25 ans, les gens qui ont été exposés pendant 25 ans aux radiations, ça fait environ 160 décès par année parce que, selon des sources assez sûres, il y aurait 4000 cancers mortels radio-induits causés par les radiations de Tchernobyl.
4 000, ça semble peu si on compare ça à ce qu'on entend d'habitude. Les partisans antinucléaires nous sortent des chiffres astronomiques liés à ça, mais c'est parce qu'ils mélangent beaucoup de données. Puis le 4 000 décès est assez fiable. Évidemment, il y a beaucoup plus de personnes qui ont été exposées, mais ceux qui sont morts, c'est environ 4 000. Sur le coup, à Tchernobyl, on pense que c'est un très grave accident, mais sur le coup, il y a juste 29 personnes qui sont décédées. C'est moins que l'accident de Bhopal, qui a fait beaucoup plus de victimes que ça. Et puis là, pour vous dire que la perception du risque est contre-intuitive, c'est naturel d'avoir peur des scorpions, puis il y a une raison. Les scorpions font environ 5 000 victimes par année dans le monde, mais on n'a pourtant pas peur des éléphants qui causent beaucoup plus de décès que les requins. Les requins, ça a été dans l'actualité récemment. Là. Je sais qu'en Australie, ils ont eu un requin mangeur d'hommes qui a fait des ravages et qui aurait tué 3 personnes. Mais si on prend en moyenne le nombre de décès causés par les requins à chaque année, c'est environ 6 pour l'ensemble de la planète. Et pourtant, on n'a pas peur des éléphants, mais on a peur des requins. Là, je n'ai pas inclus les animaux les plus meurtriers dans mes données parce que c'est hors catégorie. Les serpents font beaucoup de victimes, là, environ 50 000 par année, surtout en Inde. Le cobra indien est très dangereux. Et l'animal le plus dangereux pour l'homme, c'est de loin le moustique. Entre 1 million et 2 millions de victimes causées par la malaria qui est transmise par les moustiques chaque année. Je pense que c'est à peu près tout le temps dont je disposais. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent poser des questions.